Donc, c'est l'addendum à l'alinéa 462 de La philosophie de l'esprit de Hegel, publié en 1817. C'est dans les mots que nous pensons, nous n'avons conscience de nos pensées déterminées et réelles que lorsque nous leur donnons la forme objective, que nous les différencions de notre intériorité et par suite nous les marquons d'une forme externe, mais d'une forme qui contient aussi le caractère de l'activité interne la plus haute. C'est le son articulé, le mot qui seul nous offre une existence, où l'externe et l'interne sont si intimement unis. Par conséquent, vouloir penser sans les mots, c'est une tentative insensée, et il est également absurde de considérer comme un désavantage et comme un défaut de la pensée cette nécessité qui lie celle-ci aux mots. On croit ordinairement, il est vrai, que ce qu'il y a de plus haut, c'est l'ineffable, mais c'est là une opinion superficielle et sans fondement, car en réalité, l'ineffable, c'est la pensée obscure, la pensée à l'état de fermentation, et qui ne devient claire que lorsqu'elle trouve le mot. Ainsi, le mot donne à sa pensée son existence à la plus haute et la plus vraie. Alors, plusieurs remarques que j'ai déjà faites la semaine dernière et donc qui se trouvent sur YouTube, mais que je précise peut-être un petit peu. Il y a plusieurs enjeux dans ce texte, euh, des enjeux qui doivent être analysés pour être explicités pleinement. Alors, premièrement, c'est le son articulé, petit 1, expliqué, c'est le son articulé, le mot qui seul nous offre une existence où l'externe et l'interne sont si intimement unis. Alors, euh, je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas dit la semaine dernière, en fait, pour que ça apporte quelque chose. Hegel insiste beaucoup sur le concept de forme au début du texte. Ok. Or, qu'est-ce qu'une forme? Une forme, c'est la structure externe d'une matière interne. Et vous pouviez répondre à cette question, donc à la question 1 qui vous était posée, vous pouviez répondre à cette question simplement en reprenant l'analyse du concept de forme. La forme, c'est effectivement la structure externe, ou plutôt l'aspect externe, le contour d'une matière interne. Or, on pourrait penser que dans ces conditions, la forme est ce qu'il y a de plus superficiel. La forme est une surface et non un fond. Donc, la pensée sans le langage serait le fond et le mot articulé, le son articulé serait la forme, serait la surface. Or, ce que nous dit Hegel, un petit peu à la manière de Victor Hugo, je pense que c'est une phrase que vous devez connaître parce qu'elle est célèbre. Victor Hugo disait « La forme, c'est le fond qui… » Est-ce que vous pouvez finir cette phrase? La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Eh bien, c'est exactement ce que dirait Hegel. La forme va donner sa pleine existence à une pensée qui, si elle restait interne, c'est-à-dire si elle n'était pas exprimée et articulée, resterait littéralement informe. Informe. Donc, il faut comprendre que la forme du mot, la forme du son articulé, donne une existence à la matière pensée. C'est une idée qui est très vieille, c'est une idée qui vient d'Aristote, on pourrait même dire de Platon. La forme est ce qui donne une existence à la matière, et elle est même, de ce point de vue-là, plus importante encore que la matière. Je crois que je vous avais dit, par exemple, que pour les anciens,
ce qui différencie, ce qui oppose une conception antique de la nature et une conception moderne de la nature, c'est que pour les anciens, la nature est créatrice de formes, et c'est ce qui fait son privilège, alors que pour les modernes, la nature n'est que matière, et donc elle ne crée plus rien. C'est d'une certaine manière l'être humain qui doit solliciter sans cesse la nature matière pour qu'elle crée. Alors, simplement, ça je l'ai dit pour le coup la semaine dernière, mais ne loupez pas cette idée très importante. Premièrement, on peut penser que le langage est le moyen d'exprimer sa pensée, premier point. Donc le langage serait l'instrument permettant l'expression de la pensée. Ça, c'est ce qu'on pourrait penser, sans mauvais jeu de mots, en lisant le texte de Hegel, mais en réalité, ce qu'on comprend, c'est que le langage est plutôt la finalité de la pensée. Le langage est la mer ou l'océan dans lequel la pensée immatérielle, la pensée informe vient se jeter pour prendre sa pleine existence. Alors, cela veut dire qu'il faut repenser à nouveau frais le rapport de causalité entre pensée et langage. On pourrait croire, nous dit Hegel au fond, que la pensée est la cause du langage, c'est parce que nous pensons que nous parlons. En réalité, ce que nous dit Hegel, c'est bien plutôt que c'est parce que nous parlons, c'est parce que nous sommes doués de langage, que nous pouvons penser. Et Hegel va trancher, au fond, dans l'ambiguïté, dans l'ambivalence du concept de logos chez les anciens, et en particulier chez Aristote. Aristote pense que c'est une relation, on va dire, symbiotique. Nous pensons parce que nous parlons et nous parlons parce que nous pensons, et il y a un cercle, il y a une circularité de cette relation. Mais pour Hegel, c'est bien plutôt, et Hegel a tranché, c'est bien parce que nous parlons que nous pouvons penser. Le langage est la cause efficiente, formelle et finale, donc ça commence à faire beaucoup, de la pensée. C'est à partir du moment où nous sommes capables d'accéder au langage que nous pensons, donc cause efficiente. Cause formelle, c'est le mot qui donne une forme à la pensée, qui par exemple va délimiter mentalement, dans notre espace mental, nos idées les unes par rapport aux autres. C'est à partir du moment où on est capable de coller, pour reprendre une terminologie nominaliste et hobbesienne, c'est à partir du moment où on est capable de coller des étiquettes sur nos idées qu'on est capable de les distinguer entre elles. C'est pour ça que en philosophie, on apprend qu'il n'y a jamais d'exacte synonymie. Un mot ne peut pas être totalement substitué à un autre parce qu'un mot symbolise une pensée, un concept, et final, puisque le but, la destination de la pensée, c'est bien le langage. La pensée n'est que cause matérielle, on va dire, d'elle-même. Pour la deuxième question, je pense que vous pouviez, à juste titre, convoquer certaines réflexions sur l'inconscient. L'idée que la pensée précède le langage, c'est précisément cette idée selon laquelle, tant qu'on n'est pas capable de formuler ce que nous ressentons, nos émotions, et en particulier nos émotions négatives, nos souffrances psychiques, ont une existence, mais n'ont pas leur existence la plus haute et la plus vraie, pour reprendre les mots de Hegel. Nos émotions n'ont pas encore accès à l'existence. Ou peut-être
de manière plus précise encore, nous n'avons pas encore conscience de ce que nous pensons. Au fond, ce que décrit Hegel dans la deuxième partie du texte, c'est une pensée sans conscience. Et je pense que on a tous vécu ça, au moins, enfin moi c'est plusieurs fois par jour en fait. On rumine des idées quand on marche par exemple, quand on fait autre chose. C'est un petit peu le principe de la méditation d'ailleurs. On rumine des pensées sans être capable ou sans vouloir mettre des mots sur elles. Et au bout d'un moment, elles ont décanté suffisamment et nous sommes capables d'en parler. Donc voilà. Et une fois en fait que vous aviez suffisamment développé les deux premières questions, 1 et 2, c'est-à-dire au-delà d'une demi-page en fait, vous pouviez vous attaquer sérieusement à la troisième question sous forme de 2 paragraphes ou de 3 paragraphes, mettant en place une réflexion dialectique. C'est-à-dire que pour la troisième question, petit point de méthode, il n'y a pas de méthode, mais en revanche, on vous demande de peser le pour et le contre. Et ensuite de faire votre choix. C'est-à-dire, selon vous, pourrait-on penser sans les mots, examiner les arguments en faveur d'un oui, d'une réponse positive, affirmative, et examiner les arguments en faveur du non, et enfin trancher. Alors ça peut se présenter sous la forme de 3 paragraphes, ça peut, mieux encore à mon avis, se présenter plus simplement sous la forme de 2 paragraphes, où vous allez commencer par exposer la thèse que vous ne retiendrez pas, la thèse que vous ne défendrez pas, et enfin vous défendez votre thèse. Okay. Donc vous commencez par dire le contraire de ce que vous pensez, par examiner les arguments contraires à votre thèse, et ensuite vous attaquez votre thèse en l'argumentant, et il n'y a aucune obligation, évidemment, il n'y a aucune obligation pour que votre thèse soit celle de l'auteur. Vous êtes parfaitement libre de défendre une thèse contraire à celle de l'auteur. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce texte assez largement entre la première vidéo qui doit faire à peu près 45 minutes, 50 minutes et ce que je viens de dire là en une petite vingtaine de minutes. Ça me semble pas mal. Alors, on va reprendre ce qu'on avait vu la dernière fois. La dernière fois, j'avais fait, alors, à vos camarades, il faut absolument et impérativement que vous voyiez cette vidéo. À chaque fois que je poste une vidéo sur YouTube, vous êtes tenu de la voir pour le cours suivant. On avait vu, ça occupera vos week-ends, on avait vu un bouquin en fait d'un géostratège, d'un géopolitologue qui s'appelle, est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas là. Qui s'appelle Polycarpe. Un livre qui parle de la transformation du monde d'un espace solide en un espace fluide, de la Terre au réseau. Et la thèse que va défendre Polycarpe, Polycarpe, dans probablement un type d'origine grecque, hein, avec un nom pareil. C'est assez intéressant d'ailleurs que ce soit le cas. La thèse que va défendre Polycarpe dans cet ouvrage, c'est que à la faveur de la découverte de ce que les Européens vont appeler le Nouveau Monde, à la faveur de cette découverte, la représentation occidentale du monde va se transformer. Et l'exemple, plutôt le cas le plus frappant, c'est la manière dont le royaume d'Angleterre va se relever de manière spectaculaire
de sa défaite à l'issue de la guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans qui occupe une bonne partie du XIVe siècle et une bonne partie du XVe siècle. Et en fait, à cheval entre ces deux siècles, euh, la guerre de Cent Ans, pour vous la faire brève, parce que c'est très compliqué, c'est une guerre de succession entre le roi d'Angleterre, qui me semble être un des Henri, mais je ne suis pas sûr, duquel c'est peut-être Henri III. Donc ça commence en 1337, donc c'est la dynastie des Plantagenets, qui sont les héritiers de Guillaume le Conquérant. Et alors, ah non, c'est Édouard III, et non pas Henri III. Édouard III, qui est roi d'Angleterre, va revendiquer pour lui la couronne de France, et les Valois, qui sont basés en Île-de-France, vont dire non, 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 hors de question, on est chez nous, et les Anglais, il est temps que vous partiez. Pourquoi c'est un enjeu géostratégique majeur? Pourquoi le monde ne serait pas le même si les Anglois avaient remporté la guerre de Cent Ans? C'est très simple. Les Anglais, à l'époque, possèdent la Normandie et l'Aquitaine, c'est-à-dire à peu près un tiers du territoire français actuel. Okay. Ils ont la Normandie, et la Normandie, ça va jusqu'à Rouen, c'est-à-dire quasiment Paris. Et l'Aquitaine, c'est tout le Bordelais, enfin, toute la Vendée, La Rochelle, etc., etc. Donc c'est particulièrement tendu, et en particulier c'est tendu parce que à l'époque, la France, ce n'est pas la Provence. La Provence est indépendante, et ce n'est pas non plus la Bourgogne. Donc faites le calcul, les Anglais ont en fait la moitié du territoire français. Enfin, du territoire revendiqué par le roi de France. Si Édouard III récupère la France, l'Angleterre devient le pays le plus grand, le plus peuplé, le plus puissant d'Europe. Et c'est, au fond, une guerre pour la terre que l'Angleterre va livrer à la France. L'Angleterre est une île, je ne vous l'apprends pas. La Normandie, c'est la porte de l'Europe, parce que vous avez, en gros, vous contrôlez la Normandie, vous contrôlez la Seine et la Loire, vous contrôlez toutes les routes commerciales à destination de l'Europe du Sud et de l'Est. Si les Anglais non seulement restent en Normandie, mais en plus récupèrent l'Île-de-France, il n'y a plus de France. Il n'y a plus de France, il n'y a plus qu'une seule entité politique, celle de cette espèce d'Angle-France, quoi, ou de France-Terre. Donc cette petite plaisanterie va durer 100 ans, jusqu'à ce qu'on boute les Anglais hors de France, et en particulier l'épisode de Jeanne d'Arc. Et une fois qu'on a viré les Anglais, non seulement de Normandie, mais en plus d'Aquitaine, l'Angleterre redevient véritablement une île. On peut croire que l'Angleterre va mourir à ce moment-là, parce qu'ils perdent plus de la moitié de leur territoire. Et c'est historique parce que
Si on reprend la légende arthurienne, ce qu'on appelait jadis le royaume de l'ogre ou la Bretagne, c'est pas seulement la Bretagne française, la Bretagne, c'est la future Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre, et en particulier le Wessex. Donc les Anglais n'ont jamais été aussi faibles que à cette époque, à la fin enfin plutôt au milieu du XVe siècle, dans les années 1450. Et on pense effectivement, on peut croire au déclin définitif de l'Angleterre. Or, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les Anglais sont particulièrement faibles au XIXe siècle, par exemple? Ou au XVIIIe siècle, plus encore? Est-ce que l'Angleterre va mourir? Non. Elle va même renaître de ses cendres, tel un phénix. Alors, il va y avoir une période transitoire extraordinairement violente et troublée. C'est la période de ce qu'on appelle la guerre des Roses. La guerre des Roses, c'est une guerre interne à la dynastie des Plantagenets, où vous allez avoir deux maisons qui vont s'affronter, la maison des York et la maison des Lancaster, il me semble. C'est ça. Ça va vous donner 600 ans plus tard, 650 ans plus tard, cette excellente série de romans et cette moins bonne série de télévision qui est Game of Thrones, qui est directement inspirée de la guerre des Roses. C'est un foutoir incompréhensible, la guerre des Roses. C'est vraiment une guerre de succession extraordinairement compliquée où les mères détrônent leurs fils pour faire en sorte que ça soit leur petit chouchou qui récupère la couronne, où les frères s'assassinent mutuellement. Bref, c'est particulièrement sanguinolent. Tout ça va durer une petite quarantaine d'années. Ça va donner, c'est la matière des pièces de William Shakespeare, c'est la trilogie des Henri, dont la plus célèbre pièce est Henri III. Pardon, Richard III. Richard III, c'est ce roi bossu avec un bras atrophié qui tue les enfants dans leur lit. Donc un personnage assez monstrueux. Et arrive la dynastie des Tudors, qui est une branche cadette de la famille Plantagenet. Et à ce moment-là, l'Angleterre renaît véritablement. Et comment va-t-elle renaître? En prenant, si j'ose dire, la route des mers. L'Angleterre est une île. Elle va assumer son destin d'île. Et elle ne va plus voir le monde. Ça, c'est très important, il faut que vous le notiez. L'Angleterre ne va plus voir le monde comme une terre, mais comme une mer. On passe d'une représentation d'un espace solide à un espace fluide. Il y a un autre phénomène qui favorise cette mutation, c'est, j'en avais touché un mot aux camarades la dernière fois, c'est le fait que la transmission du patrimoine terrien n'est pas la même chez les Anglais que chez les Français. Les Français vont avoir tendance à diviser l'héritage en fonction du nombre d'enfants.
ce qui fait que la terre va être morcelée, mais c'est ce qui fait aussi que chacun va pouvoir accéder à la propriété, globalement, alors que les Anglais vont avoir tendance à transmettre les terres à un seul héritier. Généralement, c'est le mâle aîné, ce qui explique que euh, la propriété terrienne va très très peu bouger jusqu'au 19e siècle en fait. C'est-à-dire que ceux qui étaient propriétaires au 16e siècle vont rester propriétaires. Les familles qui étaient propriétaires au 16e siècle vont rester propriétaires de génération en génération pendant 3 siècles. Ce qui fait que quand vous avez la chance de naître en second et que vous voulez faire fortune, vous n'avez qu'une une possibilité en fait, c'est le commerce. C'est partir dans le nouveau monde pour y faire fortune et éventuellement d'ailleurs aussi pour y faire souche, c'est-à-dire pour prendre des terres et vous y installer. Alors, c'est exactement ce qui va se passer en fait avec la colonisation du Nouveau Monde et avec toutes les colonisations britanniques en fait. Quand on regarde une carte du monde et en particulier une carte des empires coloniaux, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que les Anglais contrôlent beaucoup moins en kilomètres carrés, beaucoup moins de territoire que les Français. Les Anglais contrôlent beaucoup moins de territoire que les Français. On pourrait en conclure à la faiblesse relative de l'empire colonial britannique par rapport à l'empire colonial français. Si on mesure la puissance en mètres carrés, plutôt en kilomètres carrés, on pourrait croire que l'empire colonial français était plus puissant, plus riche que l'empire colonial britannique. Que nenni, ce n'est absolument pas le cas. Les Anglais s'installent sur les côtes, contrôlent les côtes et ne s'aventurent pas au-delà de 200 km à l'intérieur des terres. Les Français s'installent à l'intérieur des terres, là où traditionnellement d'ailleurs les terres sont plus fertiles, et ils font de la culture, de l'agriculture. Qui est-ce qui va gagner? Bien, ce sont les Anglais. C'est la vision anglo-saxonne du monde qui va triompher. Et c'est la vision anglo-saxonne du monde qui va sceller le sort de la mondialisation. Et tout cela va se jouer entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. En particulier, est-ce que j'ai un feutre? C'est super. En particulier, justement, quand on va coloniser l'Amérique du Nord, je schématise, hein, mais l'Amérique, en gros, c'est ça. L'Amérique du Nord, c'est ça. Les Anglais, ils vont se mettre là. C'est la Nouvelle-Angleterre. Là, vous avez le Québec. Les Français, ils vont se mettre là. Ils vont contrôler tout ça, les Français. Les Espagnols ont la Floride. Les Français, ça va être tout ça. Les Anglais, ça va être tout ça.
parce qu'ils contrôlent l'Hudson, parce qu'ils vont contrôler les Grands Lacs, les Anglais vont bouffer les Français. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous voulez transbahuter des marchandises et que vous devez passer par la pointe de la Floride, on va dire. Là, il y a la Jamaïque, là, il y a plein de pirates. Il faut passer par là. Vous ne pouvez pas ne pas passer par Boston, New York, etc., etc. Donc, vous êtes taxé par les Anglais. Les Anglais vont gagner la bataille de la mondialisation en choisissant stratégiquement de s'implanter en Nouvelle-Angleterre plutôt qu'ailleurs. Okay. Et une des raisons, à mon avis, une des raisons pour lesquelles il va y avoir la guerre d'indépendance en 1776, la raison pour laquelle les colons américains vont déclarer leur indépendance contre le bon roi George III, c'est parce que les Américains veulent aller vers l'ouest, go west. Les Anglais, ça ne les intéresse pas du tout. Les Anglais se foutent de la terre. Ils ont compris que ce n'était pas leur destin. Les Américains veulent un pays, ils veulent une terre, ils veulent aller vers l'est. Or, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, il faut construire des routes, il faut faire la guerre aux Indiens, éventuellement les exterminer, il faut construire des villes. Bref, ça coûte très très cher en investissement, en infrastructure. Ça n'intéresse pas les Anglais. Les Anglais vont dire non à l'expansion vers l'ouest. Vous avez Thomas Jefferson, Washington, qui vont dire si en fait, et qui vont faire la guerre à la couronne britannique. Les Anglais vont faire exactement la même chose en Inde, c'est-à-dire qu'ils vont s'installer sur les côtes, ils vont fonder New Delhi, plutôt s'implanter à New Delhi, mais ils vont confier la gestion des terres à des chefs de guerre locaux, les familles les plus puissantes d'Inde, qu'on va appeler les Maharajas, mais ils vont jamais faire une colonie de peuplement comme les Français ont pu le faire en Algérie. L'Inde, c'est l'Inde, l'Angleterre, c'est l'Angleterre. Chacun son monde d'une certaine manière. Il ne s'agit pas de transformer l'Inde en France. Alors que les Français vont avoir l'ambition de franciser tous les pays qu'ils vont coloniser. Et en particulier, ils vont investir lourdement. Ça, c'est un livre que je vous recommande de lire quand vous serez plus vieux. C'est quand même gros. Un livre de Jacques Marseille. Le feutre est mort. Jacques Marseille aussi. Jacques Marseille qui est un économiste communiste à l'origine et qui fait une thèse dans sa jeunesse sur l'empire colonial français. Son idée, c'est que l'empire colonial a rapporté énormément d'argent à la France. Or, ce qu'il va découvrir, et c'est pour ça qu'il ne va pas rester communiste très longtemps, ce qu'il va découvrir, c'est que la colonisation a ruiné le contribuable français. Pourquoi? Parce qu'il fallait construire des routes, il fallait construire des ports, il fallait tout construire, alors que les Anglais n'ont quasiment rien construit, si vous voulez. À part leur club de polo et leur jardin pour faire du cricket, ils ont construit quelques chemins de fer en Inde, mais globalement, ils ont très peu investi dans les pays qu'ils ont colonisés. Ils ont simplement, en fait, délégué leur pouvoir à des chefs locaux. Grande différence par rapport à ce qu'a fait la France. Et c'est pour ça aussi que, au fond, le Commonwealth, c'est-à-dire cette communauté économique, est une continuation de l'Empire britannique, fondée exclusivement sur le commerce, pas sur le contrôle de territoire. Et c'est pour ça aussi
que, contrairement à l'Angleterre, la France a des bases partout, des bases militaires partout en Afrique. Si vous voulez, c'est l'héritage de ces deux conceptions du monde qui vont s'affronter, qui vont se confronter l'une à l'autre après la guerre de 100 ans. Les Français ont gagné la terre, et c'est ce qui va les faire perdre la mer, et les Anglais ont perdu la terre, et c'est ce qui va leur faire gagner la mer, et c'est ce qui va leur faire gagner le monde. Alors, ce que va dire Polycarpe aussi dans cet ouvrage, c'est que, donc ça s'appelle Le réseau et l'infini. Excusez-moi, je n'ai pas donné le titre du livre, Le réseau et l'infini. Ce que va montrer Polycarpe, c'est que cette nouvelle représentation du monde qui va finir par triompher dans tous les esprits européens malgré tout, sauf l'esprit des maudits français, comme disent nos amis québécois, cette représentation du monde va avoir des conséquences sur la science, sur la société, qui sont absolument considérables et dont on ne mesure pas vraiment l'importance. Que dit Polycarpe? Premièrement, justement, la représentation du monde comme réseau nous permet de penser l'espace de manière abstraite. Non pas comme quelque chose de solide, mais précisément comme une sorte de vide infini que l'on peut traverser et dont on peut mesurer les intervalles. Et Polycarpe montre bien dans cet ouvrage qu'il y a des similitudes frappantes entre la manière dont on va faire de la cartographie à l'époque et la manière dont on va se représenter le ciel. Est-ce que vous avez déjà vu une carte du XVIIe ou du XVIIIe siècle? Une carte marine. Okay. C'est je crois que c'est un Hollandais qui dessine les cartes de géographie que vous avez encore dans certaines salles de classe. Il s'appelle Mercator. Mercator qui signifie littéralement, à votre avis? Mercator, ça ressemble à quoi comme mot? Allez, un petit effort d'imagination là. Mercator, ouais. Non. Merc. Merca. Mercat. Merchant. En anglais. Marchand. Mercator. Marchand. Ok. Donc, Mercator va dessiner une carte qui permet de traverser de manière fiable, de manière absolument certaine, l'océan Atlantique. Et il va très vite rencontrer un problème. C'est un problème géométrique que nous connaissons bien. La Terre est sphérique. Une carte, par définition, n'est pas sphérique. Elle est plane. Comment représenter
un espace géométrique sphérique en 2 dimensions. C'est extraordinairement compliqué, géométriquement parlant. Et donc ce que va faire Mercator, c'est qu'il va volontairement déformer l'espace, la manière dont on représente les pays, les contours des pays, pour faire en sorte que ce qu'on pourrait appeler l'équateur, c'est-à-dire la ligne la moins déformée de la carte, passe par la Manche et non par, justement, l'équateur. L'équateur sur une map monde, plutôt sur un globe terrestre. Okay. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va représenter la carte du monde d'un point de vue européen, en faisant comme si, en fait, le milieu de la Terre se situait entre Brest et Liverpool, donc au niveau de la Manche, alors que le milieu de la Terre, c'est plutôt Zanzibar, en fait. C'est plutôt l'équateur. Ce qui fait, je pense que vous avez compris pourquoi, ce qui fait qu'on va se représenter le nord de l'hémisphère d'une manière beaucoup plus grande qu'elle n'est effectivement, alors que le sud de l'hémisphère va être représenté de manière beaucoup plus petite qu'elle n'est réellement. La plupart des cartes qu'on vous a montrées en cours sont fausses. Okay. On se représente l'Afrique comme à peu près aussi grande que l'Amérique du Nord. Je crois qu'elle est 4 à 5 fois plus grande. Je voudrais vous montrer une vidéo, je dois pouvoir trouver ça sur YouTube, qui vous montre à peu près et très rapidement le problème. Alors évidemment, en plus il ne fait même pas d'unité centrale, je vous montre ça demain. Demain, je vous montre à quoi ressemble vraiment le monde. Et c'est pas ce que vous croyez en fait. C'est assez dingue de voir ça. Précisément parce qu'il fallait que les cartes soient fiables, le plus fiables possible pour traverser l'Atlantique. On a déformé complètement l'hémisphère sud. Donc je vous montre ça demain. Normalement, demain, je suis dans une salle non seulement avec un rétro, mais avec un ordinateur en état de marche. Donc ça devrait pouvoir le faire. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. Je pense que je vous ferai un cours sur, justement, sur Kant. Et on commencera à avoir vu tout ce que je voulais qu'on voit cette année. Donc on fera autre chose.